comme d'habitude, on a décidé de vous faire nos favoris, les petites étoiles, etc. Et on va démarrer tout de suite, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Nos 2 favoris pour l'Euro, Julien Pereira, la France. Et l'Angleterre. La France, monsieur. Et l'Angleterre, exactement. Et l'Angleterre. Oui, on a fait le choix de ne pas mettre l'Allemagne. D'autres ont mis l'Allemagne au rang des favoris, en tout cas au même rang que la France et l'Angleterre. Ce n'est pas notre avis et on a plusieurs arguments pour ça. D'abord, la France, difficile de ne pas la mettre parmi les favoris parce que vice-championne du monde, parce que vice-championne d'Europe en 2016, parce que championne du monde en 2018. La force de l'habitude, c'était ça le mot habitude sur ma note. La force de l'habitude et aussi la garantie qu'avec Didier Deschamps, même s'il y a eu 2021, on est quand même à l'abri d'un échec retentissant. Moi, ce que je rajouterais sur la France, c'est qu'à mes yeux, c'est la seule grande puissance mondiale en Europe. Parce que c'est la seule qui a une telle constance dans les résultats. Tu as parlé du Qatar, on peut remonter à 2016, ça fait 8 ans. Ça fait finale 2016, victoire 2018, le trou en 2021 et finale en 2022. Personne n'a un tel parcours parmi tous les postulants. C'est un parcours, j'allais dire, presque allemand, parce que d'habitude, c'est l'Allemagne, effectivement, qui grimpe et qui atteint autant de sommets en si peu de temps. Là, c'est la France, donc c'est pour ça qu'elle est logiquement, effectivement, favorite. On a mis l'Angleterre avec elle. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, la France fait peur aussi. Ça, c'est quelque chose de nouveau, entre guillemets. Alors, ça date d'une décennie, grosso modo. Ouais. Mais c'est la différence, et c'est ce qui était l'Allemagne finalement pendant très longtemps et qui ne l'est plus, c'est qu'aujourd'hui la France fait peur. Et d'ailleurs, je crois que Schweinsteiger tout à l'heure a tweeté que son favori pour l'Euro, c'était la France. À l'époque où il était joueur, il n'aurait pas écrit ça. Juste un tout petit bémol, c'est ce qui se passe depuis mars. Les blessures, on en parlera dans le deuxième sujet. Et peut-être cette charnière, Konaté ou Upamecano, qui est en grosse souffrance cette saison. Est-ce que Saliba pourra résoudre ça ? Voilà, il y a encore quelques questionnements, mais globalement, si on prend le plateau et notamment l'effacement de certaines grandes puissances comme l'Italie ou comme l'Espagne, on se dit que la France est quand même au-dessus. Ensuite, on a mis l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que c'est plein de promesses. Alors, certes, ils n'ont jamais conclu depuis 1966, si je ne dis pas de bêtises. Certes, Kane n'a jamais remporté un titre. Le mec joue quand même au Bayern Munich, il arrive à pas être champion. Je vais vous dire 4 noms. Bellingham, Saka, Foden, Kane. C'est l'attaque de l'Angleterre. Disons que à mes yeux, et même au-dessus du Portugal, je dirais que l'Angleterre est la seule qui peut rivaliser avec l'équipe de France en termes d'effectifs, de richesse d'effectifs, de profondeur d'effectifs. C'est monumental. Et en plus, ils restent quand même sur une finale de l'Euro, donc ils étaient tout proches. Ils restent sur un quart de finale, et on sait à quoi ça s'est joué contre la France au Qatar. Donc il y a à peu près tout, si ce n'est peut-être, ils ne sont pas allés au bout depuis très très longtemps, et c'est peut-être la dernière limite. Ouais, je mets aussi quand même le secteur défensif en petit bémol. Oui, t'as raison. Le poste de gardien notamment. Le poste de gardien aussi. Et peut-être que Gareth Southgate offre quand même moins de garanties au très très haut niveau quand il faut faire le petit déclic justement en fin de compétition comparé à Didier Deschamps. Je suis d'accord avec toi. Voilà. On passe aux 4 étoiles et là on a mis 2 équipes, une qui était chère je crois, l'Allemagne et le Portugal. Oui, l'Allemagne, parce qu'il y a quand même du mieux ces derniers mois, même si je trouve qu'on en fait un petit peu beaucoup sur les récents résultats. On prend l'exemple du match contre la France. On avait quand même bien vu que les attentions n'étaient pas les mêmes et que l'importance de ce match n'était pas la même pour les 2 équipes. Il y a quand même encore beaucoup de difficultés dans le jeu, mais il y a effectivement du mieux. Il y a des cadres qui se sentent mieux, qui jouent mieux. Et puis surtout, il y a l'effet domicile quand même qu'il ne faut pas négliger et qui est important, surtout pour l'Allemagne. Alors moi je suis d'accord avec toi pour l'Allemagne. Musiala qui pour moi sera le joueur de cet Euro. Je suis complètement fou, red dingue de ce joueur-là. Faut dire que tu lui ressembles un petit peu quand tu joues. Pas du tout. Non, pas du tout, rien à voir. Wirtz et Nagelsmann surtout. Bon, la clé c'est Nagelsmann qui a repris cette équipe d'Allemagne et qui lui a donné quand même un nouvel élan. Tu as parlé du match face à la France. C'est vrai que ça reste quand même une référence, surtout pour une nation qui, depuis 2016, ne fait plus rien en tournoi. C'est ça quand même qu'il faut souligner, c'est que les Coupes du Monde, ça a été un carnage. Le dernier Euro, ça ne s'est pas bien passé non plus. Donc c'est une vraie nation qui est en reconstruction. Mais c'est l'Allemagne, c'est à domicile. Donc oui, il faudra faire attention à l'Allemagne. C'est quasiment la première fois finalement qu'on voit l'Allemagne, entre guillemets, dans cet état-là qui sort 2-3 compétitions complètement ratées. Dans toute l'histoire, c'était quasiment jamais arrivé. Et c'est pour ça qu'on se dit aussi que ça ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. Parle-nous du Portugal, cher Julien.
Portugal, qualification pour l'Euro très très convaincante, de très bons résultats, et je trouve que dans le jeu, c'est peut-être l'équipe qui a le plus de certitude. J'étais assez sceptique de l'arrivée de Roberto Martinez au Portugal. Finalement, c'est vraiment un entraîneur qui a fait vraiment progresser cette équipe sur le plan tactique. Il y a des choses très intéressantes. Et puis, il y a des cadres qui sont au top niveau, Ruben Dias, Bruno Fernandes, incontestable leader technique de cette équipe, Bernardo Silva, et aussi, j'allais pas dire l'inconnu, mais, Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est toute la question, parce que tu nous confirmes qu'a priori, Ronaldo devrait débuter cet Euro dans la peau d'un titulaire, qu'il devrait jouer comme titulaire. C'est un jeune garçon, j'allais dire, qui joue en Arabie Saoudite tout de même. Alors, on a vu qu'avec Kanté, ça pouvait ne pas poser de problème à Deschamps. Quel est le niveau aujourd'hui de Cristiano Ronaldo ? Son niveau de buteur est celui qu'il a toujours été, c'est-à-dire qu'il a un sens du but, un sens du placement qui sont toujours très bons. Il n'y a pas de souci à se faire ? Sur ce plan-là, je ne pense pas. Sur le plan physique, il n'a plus 90 minutes dans les jambes. On l'a vu notamment sur son dernier match de préparation. Et pour moi, le plus gros doute, c'est finalement sur son attitude, à quel point il va soit frustrer, soit porter son équipe. Ça n'avait pas fonctionné sur ce plan-là en 2022. Il y a eu une vraie évolution quand même ces derniers mois. Il a montré qu'il comptait se mettre au service du collectif. On l'a vu beaucoup plus souriant, on l'a vu beaucoup plus collectif sur les matchs qu'il a joués lors de la phase de qualification à l'Euro. Sauf que ce n'était pas encore l'Euro. Là, c'est son dernier Euro, c'est sa dernière compétition. Bien sûr. Et ça, voilà. C'est la 11e, je crois. C'est la 11e grande compétition, ouais. Et le 6e Euro. C'est complètement dingue. Ah non, c'est complètement fou. Complètement dingue. On a l'impression que depuis qu'on suit le foot, il y a Cristiano Ronaldo, et pourtant je vais avoir 40 ans. Allez, on va passer aux 3 étoiles. Et dans les 3 étoiles, on a mis une équipe dont on parle quasiment jamais, mais qui est souvent là, en tout cas en Coupe du Monde. Une équipe qui a fait podium les 2 dernières Coupes du Monde. C'est simple, il n'y en a que 2 qui ont fait ça, c'est la France et la Croatie. La Croatie qui certes peut de moins en moins compter sur les jambes un peu vieillissantes de Luka Modric, mais qui malgré tout, quand on parle d'équipe, quand on parle de cohérence collective, quand on parle de projet, elle est toujours là, et ce ne sont pas que des individualités. Et voilà, cette place, on va dire, en outsider peut-être numéro 1 ou numéro 2, la Croatie pour moi mérite cette place. Ouais, je suis totalement d'accord. On parlait du Portugal. Le Portugal a affronté la Croatie la semaine dernière en match de préparation. Et finalement, la Croatie a montré tout ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire très bien défendre, surprendre l'adversaire, jouer avec de la qualité offensivement. Les cadres sont toujours au niveau. Même Modric, qui effectivement est vieillissant, il a toujours une qualité de passe qui est extraordinaire. C'est une équipe qui est vraiment très très difficile à jouer et qui en plus, maintenant tu l'as dit, a l'expérience de ces grandes compétitions et est capable d'aller très très loin. Ouais, puis tu prends Guardiola, il y a quand même des joueurs aussi qui ont grandi depuis quelques années et qui portent cette équipe-là. Et on va terminer avec les autres équipes. On a mis l'Espagne à 2 étoiles. Pourquoi ? Parce que oui, alors, avec l'Espagne c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire que les noms, Rodri, Pedri, Yamal, donc il y a beaucoup, là aussi il y a un réservoir qui est assez énorme. Derrière la charnière Nacho, le Normand, on verra. Je suis un peu moins fan. Surtout, c'est une équipe qui gagne moins quand même, qui est un peu moins là. Alors, au dernier Euro, elle fait demi-finale, si je ne raconte pas de bêtises. Mais malgré tout, ça nous semble encore un peu vert, un peu juste pour prendre la succession de la grande Espagne 2008-2012. Oui, il manque un petit peu de densité dans cet effectif. De l'expérience. Et l'expérience, évidemment. Même si je trouve qu'elle est un petit peu sortie de la caricature dans laquelle s'était enfermée ces dernières années. Luis Enrique, bien sûr. Et que maintenant, on a beaucoup plus de verticalité. On l'a vu aussi en qualification, en match de préparation. Peut-être que si on s'était autorisé une demi-étoile, on aurait peut-être pu mettre 2,5, mais ça se discute. Il y a une étoile, on a mis Belgique, Pays-Bas, Italie. On a mis une étoile à l'Italie parce qu'on est sympa et parce qu'ils sont tenants du titre, mais très franchement, s'ils arrivent à confirmer 3 ans après avec l'équipe qu'ils trimballent, ce serait un exploit phénoménal. La Belgique, qui est entre la fin et le nouveau cycle, sans Hazard, mais il y a encore De Bruyne, voilà, c'est assez compliqué. Et les Pays-Bas, il faudra faire attention quand même. Les Pays-Bas qui sont dans le groupe de la France, qui eux aussi essayent de renaître un petit peu. Il faut juste se rappeler qu'ils se sont fait sortir d'un souffle par l'Argentine en Coupe du Monde. C'était il y a 18 mois. Et les Pays-Bas qui sont quand même une machine dans les grandes compétitions internationales. Oui, globalement, on peut réunir ces 3 équipes-là sur le côté reconstruction. Ouais. En tout cas, c'est des équipes qui cherchent des certitudes, qui en ont eu par le passé et qui en recherchent. Après, c'est 3 équipes qui ont 3 11 de qualité et qui manquent aussi, là aussi, de profondeur.
11 de qualité pour l'Italie aussi, tu dirais? Si, quand tu regardes le 11, franchement, il y a du Bastoni, c'est intéressant, du Di Marco, du Chiesa, du Scamacca, du Donnarumma. Il y a des bons joueurs quand même en il y a Italie. des bons joueurs, des bons joueurs. Mais sur le 11, c'est quand même dur de trouver à chaque poste une référence internationale. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un groupe qui est très dense.